Du 100% renouvelable, on peut le faire. Je vais parler de mon gouverneur, puisque la Californie a voté il y a très peu de temps le 100% renouvelable d'ici 2040. Donc c'est possible. Je pense que les territoires, encore une fois, démontrent que c'est possible et qu'on s'y prépare. Je voudrais vous rappeler quand même 3 chiffres fondamentaux. C'est ce qu'on appelle, c'est des chiffres qui sont tout à fait basiques, ce qu'on appelle les taux de charge, qui sont donc en fait, c'est le pourcentage du temps sur l'année pendant lequel une source d'énergie électrique vous produit de l'électricité. Et donc je vous rappelle que pour le nucléaire, dû à la maintenance, c'est environ 80%, l'éolien c'est 20% et le solaire c'est 10%. Donc ça vous montre, si je somme l'éolien et le solaire, que j'arrive, si ça se passe bien et qu'on a du vent et du soleil en même temps, en lissage sur l'année sans prendre en compte des intermittences où vous n'avez ni soleil ni vent, que vous pouvez arriver à peu près à une trentaine de % de renouvelables dans le mix. Et donc c'est un peu le chiffre que je vais mettre dans le débat, c'est peut-on réellement aller au-delà de 30% ? Et comment, en considérant ici le solaire et l'éolien qui sont les 2 principales sources. Vous savez bien qu'en vous donnant la parole en premier, j'allais animer l'échange qui allait suivre et je vais passer la parole à Monsieur Lamotte. Oui, juste pour réagir, parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire, mais pas du tout, parce que alors ça veut dire que l'ADEME sont des incompétents. Parce qu'effectivement, l'ADEME a sorti une étude extrêmement intéressante dans laquelle ils disent qu'on peut arriver jusqu'à 100% d'énergie renouvelable. Donc ils ne parlent pas d'être limité à 30%. Aujourd'hui, on est limité à 30%. Pourquoi ? Dans les îles, parce qu'effectivement, il n'y a pas de gestion de la demande. Et comme il n'y a pas de gestion de la demande, on ne peut pas effectivement mettre trop d'énergie renouvelable, ça déstabiliserait les réseaux. Mais avec l'arrivée du digital et la synchronisation de la demande, on peut monter beaucoup plus haut. Par exemple, rien qu'en 2018, en France, nous, on a 9000 clients en France qui sont en autoconsommation. Quand vous dites le solaire produit 10%, c'est faux. Le solaire ne produit pas 10% du temps, le solaire produit tous les jours. Et nos clients, qui sont équipés avec des petites installations, couvrent 50 à 70% de leur facture d'énergie tous les ans. Donc ça veut dire qu'ils ne baissent pas uniquement de 10% la facture, mais de 50 à 70%. Quand on compte le temps de fonctionnement du solaire qui va fonctionner, effectivement, on va devoir en mettre plus, mais au final, même si on met plus de puissance installée, le prix du kilowattheure, et je suis d'accord avec vous, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire combien ça coûtait à la fin de produire un kilowattheure, parce que quand on veut prendre sa douche, on n'a pas besoin de puissance, on a besoin d'énergie, on a besoin de kilowattheure. À la fin, les projets, et puis Thierry pourra en parler mieux que nous sur le prix du solaire. Aujourd'hui, le prix du solaire est à 40 euros le mégawattheure. L'EPR est à 110 euros le mégawattheure. Donc aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère. Il suffit de mettre une puissance installée un peu plus importante et on arrive à pouvoir couvrir jusqu'à 100%, comme l'ADEME l'a démontré. Et il n'y a pas que l'ADEME qui l'a démontré. Aux États-Unis, il y a eu le Rocky Mountain Institute qui a montré effectivement que progressivement, en intégrant les énergies renouvelables dans le mix énergétique, mais pas que du solaire, pas que de l'éolien, en ayant un mix énergétique, on pouvait complètement atteindre les 80 voire 90%. Il faut raisonner en système. Je crois que le problème qu'on a jusqu'à présent, c'est qu'on voit les choses par petits bouts, etc. On ne voit pas le système. Et pas que le système électrique, le système énergétique, qui inclut la chaleur et les transports. Donc ça, si on n'a pas une vision de système, et système notamment, c'est quoi le système ? C'est la garantie de l'approvisionnement. S'il n'y a pas un système qui dit, moi, un système énergétique, je vais vous garantir la fourniture d'énergie, quelle qu'elle soit, de manière économique, mais surtout de manière sûre, et qui va assurer le fonctionnement de l'économie, on s'amuse. Donc il faut raisonner en système. La deuxième chose, c'est que, et là je vais être un tout petit peu radical, c'est 100% ou rien. Parce qu'un système bancal, un système hybride, ne fonctionne pas. Donc il faut raisonner tout de suite en système 100% renouvelable. Et le 100% renouvelable est prêt. 4 composantes. Les renouvelables, variables, solaire et éolien. Le reste, on oublie. Lorsqu'il existe, l'hydraulique est très commode, etc. Mais on ne va pas en construire de nouveau nulle part dans le monde, d'ailleurs. Deuxièmement, les batteries. Les batteries ont connu une évolution dont je parlais. Et, troisièmement, la digitalisation et les réseaux. Quatrièmement, le power to gas. Si vous mettez ces 4-là, vous avez un système à 100% renouvelable qui fonctionne. Alors, je vais vous emmener très rapidement où ça fonctionne. Alors, il va y avoir le renouvelable. Le renouvelable à 20 $ du mégawattheure. Le renouvelable n'est pas à 40 € du mégawattheure. Il est à 15 € du mégawattheure. Il est à 15 € du mégawattheure au Mexique, au Chili, dans la plupart des pays, aux États-Unis, etc. Et en Chine, aujourd'hui, dans un projet de 6 gigawatts fait par SPIC. Donc,
15 et demain 10. Donc c'est une énergie infinie et gratuite pour la faire simple, qui est néanmoins variable. Deuxième point, donc ça, et aujourd'hui, je reprends l'exemple de la Chine. La Chine, il y a 6 ans, c'était la moitié de la production des installations solaires en France. L'année dernière, c'était 50 fois plus, 50 gigawatts. Ils ont installé 50 gigawatts, 53 pour être précis, 53 gigawatts de solaire l'année dernière en Chine. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les batteries. Alors, si vous allez, là aussi, je suis désolé, je vous amène à nouveau en Chine, si vous posez la question à Geely, ce que j'ai fait, moi, le patron de Geely, c'est une petite société qui vaut 50 milliards en bourse, qui est le premier actionnaire de Daimler-Benz, c'est le propriétaire de Volvo. Et quand vous lui posez la question, vous dites, cher monsieur, les véhicules électriques, c'est quoi? Il dit, c'est 90%. Quand dans 2 ans? Vous allez à Shenzhen, BYD a déjà converti les 16 000 bus, 100% des bus, c'est 12 millions d'habitants, à l'électrique. Les 40 000 taxis seront convertis dans les 3 mois qui viennent. Aujourd'hui, vous avez une capacité, ça s'appelle les batteries sur roues, les véhicules électriques, qui sont le parfait associé de ça. Et il y a quelqu'un qui gère très bien ça, c'est State Grid, 1,1 milliard de clients, qui a un centre de pilotage de tout ça avec ses 200 000 bornes contrôlées en temps réel, avec les millions de véhicules qui eux-mêmes sont gérés. Et donc le véhicule électrique, en fait, un auxiliaire du réseau électrique. Digitalisation. Je vais te faire plaisir, Michel. State Grid installe 20 millions de compteurs intelligents par mois. Donc il y a encore du boulot pour que Linky atteigne ces niveaux-là. Non, plus sérieusement, lorsque vous avez un système entièrement digitalisé, vous avez un système qui utilise du pilotage en temps réel, Internet des objets, la 5G arrive, pour permettre à tous les objets électriques de fonctionner en temps réel. Et je terminerai rapidement. Le power to gas, on en a entendu un petit peu parler tout à l'heure. Si vous avez de l'électricité très abondante et pas chère, on l'a modélisé pour ce qui nous concerne, nous, sur le Chili, vous pouvez produire à horizon 5 ou 6 ans de l'électricité, du gaz, un gaz, là pour le coup, parce que le gaz qu'on va transporter dans les réseaux gaz, d'ailleurs, accessoirement, donc tant mieux pour le GRDF, du gaz concurrentiel avec le GNL. Autrement dit, on peut décarboner à 100%, non pas en 2050, en 2026 ou en 2027, l'ensemble de la chaîne gaz et accessoirement sortir complètement des systèmes fossiles. Il y a juste un truc qu'il faut faire, c'est l'échelle. Et là, il y a un pays qui l'a sorti, qui a cette vision-là, ça s'appelle l'Internet de l'électricité. Je ne vais pas faire l'apologie de Xi Jinping ici, mais quand il y a un président qui, dans son discours devant ses 2000 délégués au mois d'avril, parle de l'avenir de son pays dans ce sens-là, moi j'aimerais bien que la France le fasse aussi. Lorsqu'on a aux États-Unis, de manière différente, la Californie, où nous serons tous les deux dans 15 jours, qui vient d'annoncer ça, pas complètement par hasard, c'est-à-dire 100% d'énergie électrique renouvelable, qui prend cette initiative avec une dimension plus démocratique, c'est plus sympathique aussi. Il y a aujourd'hui le 100%, moi je terminerai là-dessus, 100% ou 0, 100% tout de suite. Cela étant, ce que vous dites est en partie vrai, c'est-à-dire que globalement, le taux de charge, vous raisonnez sur l'année, mais il y a des périodes de l'année où vous n'avez ni vent ni soleil. Quand je cumule les 20% d'éolien et les 10% de solaire pour arriver à 30%, je fais l'hypothèse que sur l'année, vous avez du vent et du soleil en même temps, ce qui n'est pas nécessaire. Non, parce qu'on ne peut pas se calmer parce que c'est absurde sur un plan technique. L'idée que le solaire fonctionne 20% par an, c'est absolument pas. Vous pouvez avoir des systèmes à 100% qui fonctionnent avec du solaire et de l'éolien. C'est démontré dans des îles. Vous avez vu El Hierro, allez aux Canaries, ça fonctionne à 100%. Oui, aux Canaries, mais pas en France. Eh ben, c'est ça le problème. Mais pas en France, parce que vous n'avez pas du soleil 100% du temps en France comme aux Canaries. Je veux bien que ce soit le cas en Arabie Saoudite ou bien dans le Sahara, mais pas en France. Aussi par rapport Monsieur Lamotte. Juste 100% de solaire, il n'y a pas de soleil la nuit, que je sache. Alors ensuite, juste pour avoir un chiffre en tête. Non, là c'est une caricature. Là, c'est une caricature, et même en vue de la rentrée scolaire pour les maternelles, je pense qu'il ne faut pas dire ce genre de choses. Parce que là, ça ne serait pas précieux. Monsieur Lamotte. Juste pour un petit complément, on n'est pas obligé de couvrir la France, comme vous dites, effectivement, avec 60 000 éoliennes. Effectivement, rien que. Non, mais. Ok. Les éoliennes ont une capacité de production importante, mais quand on parle du solaire, aujourd'hui, avec la technologie solaire de 2018, alors qu'elle va encore progresser, il suffirait d'équiper une toiture sur 2 pour couvrir 100% de ce que produisent tous les centrales nucléaires de France. Donc on n'est pas obligé de mettre tous les mâts dont vous évoquez. Effectivement, c'est faire la complémentarité du mix énergétique, mettre des éoliennes, du solaire, et de mettre chaque énergie renouvelable en fonction de l'endroit où on est.
Après, je pense qu'il ne faut pas quand même oublier en France qu'on a payé collectivement 2 infrastructures énergétiques qui couvrent le territoire et qui sont foisonnantes, qui sont le réseau de distribution et de transport de gaz et le réseau de distribution et de transport d'électricité. Même si on ne produit pas 100% d'électricité et qu'on n'est pas capable de couvrir avec le solaire, la convergence des systèmes et des 2 infrastructures par le power to gas ou par de la flexibilité entre les deux permet d'absorber en tout cas ce stockage un peu diffus et couvrir les périodes de non-production par le solaire. On constate que la France a du retard, mais qu'on peut peut-être accélérer pour résorber un peu ce retard. Quelles sont les solutions, d'après vous, pour avancer un peu plus vite et puis peut-être donner des... En toute chose, quand on a du retard, il faut le reconnaître. Je vais prendre une analogie. En 2000, l'Allemagne s'est retrouvée dernière ou quasiment dernière dans les grands pays européens dans les classements PISA sur l'éducation. Ça a été un choc en Allemagne. Il y a eu un PISA-choc. Il y a eu cette réalisation collective que l'Allemagne ne pouvait pas être en queue de classement. Et il y a eu un bouleversement pédagogique, ce n'est pas le sujet ici d'en parler, mais qui a mobilisé toute l'Allemagne, ce qui fait que 15 ans après, les courbes entre l'Allemagne et la France se sont croisées. L'Allemagne est aujourd'hui pratiquement au niveau les plus hauts et sur le plan éducatif, plus bas. En France, malheureusement, on n'a pas eu de PISA-choc. On devrait avoir un PISA-choc parce que les dernières révélations sur l'éducation sont du même niveau que celles de l'Allemagne en 2000. On a besoin d'un choc. On a besoin d'un choc de vérité. La vérité. Alors je sais que la mode est à la vérité n'est pas la vérité, etc. Et aujourd'hui, dans l'énergie, on est dans alternative facts, dans les faits alternatifs. On est aujourd'hui dans du mensonge. Nous nous voterons tous dans du mensonge. Et ce qui arrive aux pays qui vivent comme ça, c'est dramatique après, parce que derrière, lorsque la réalité s'impose, et cette réalité, elle est économique, stratégique, etc. Pour ce qui me concerne, moi, je passe mon temps en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, avec les gouvernements, au Japon, avec tous les gouvernements. Je suis honnêtement catastrophé de voir notre incapacité en tant que Français, d'ailleurs le test malheureusement c'est qu'on est entre nous, de comprendre ce qui se passe. Alors Dieu merci, on a eu nos charmants visiteurs là, qui nous ont apporté quelques nouvelles d'Aliero, etc. Et ça donne une bouffée d'air. Mais je veux dire, on a besoin de ça. On a besoin de s'aérer, de comprendre ce qui se passe dans le monde et qui va à une allure. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, il faut qu'on ait un choc. Je pense qu'on a commencé à en avoir un hier. Mais il faut un choc bien plus grave. Je pense qu'il faut que malheureusement, comme dans toute chose, si on n'est pas individuellement ou collectivement en difficulté grave, alors pas de fatale, parce que si on est en difficulté fatale, on ne peut pas rebondir, mais si on veut réagir, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Et tant qu'il y aura cette autosatisfaction, je vais prendre un sujet, le carbone. Savez-vous que la France, sur les 5 dernières années, est en queue de peloton sur les évolutions d'émissions de gaz à effet de serre? Le numéro 1 sur les grands pays, c'est la Grande-Bretagne, de très très loin, moins 25%. Le deuxième, les États-Unis, la Chine, moins 18%. Je parle en relatif au PIB. Les États-Unis, moins 12%, l'Allemagne, moins 7%, et la France, moins 5%. Alors certes, on a fait moins 5%, mais par rapport à la Grande-Bretagne. Qui va dire à la France faire son PISA-choc sur le CO2 en disant mais on est complètement à la ramasse parce qu'on n'a pas fait de renouvelable depuis 5 ans. On s'auto-congratule, on n'a rien fait. Et les chiffres que tu montrais, Michel, sont gentiment, parce que c'est des tendances, mais quand ils sont rapportés au total, sont absolument imperceptibles. On a aujourd'hui quelque chose, il nous faut un choc. Et moi, alors voilà, je lance ce truc qui est que les élus, que les territoires, que les entreprises, aujourd'hui, ouvrent les yeux, qu'on ait un choc, non pas pour s'auto-dévaloriser, parce que moi je crois fondamentalement au talent de la France, mais on n'avancera pas si on n'a pas ce choc, si on a cette réalité, cette réalisation que nous sommes effectivement aujourd'hui complètement largués, nonobstant tous les discours post-COP21, etc. Tout ce que nous voyons comme... mais qui touche directement les citoyens. Là, il y a une prise de conscience. Absolument. Moi, je crois que les territoires peuvent... Je vais prendre un exemple. La région Île-de-France a fait son programme 100% renouvelable. Bon, alors, il y a plein de limites, etc. Mais l'exercice est intéressant. La région PACA a fait la même chose. On a eu des discussions ici avec la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils puissent faire la même chose. Avoir cette vision d'ensemble de système où un territoire se prend par la main et dit écoute, je ne vais pas attendre que le gouvernement fasse tel truc et tel truc, je vais le faire moi-même. Ce truc-là, je vais le faire moi-même parce que les outils, je peux les maîtriser. La production renouvelable, je peux la développer sur mon territoire à des prix compétitifs. C'est même pas... Oublions les subventions. On est à l'inverse des subventions. On a des machins qui sont bien moins chers que le reste. Donc on n'a pas besoin de se poser la question de savoir est-ce que le nucléaire va fermer ou pas. On le remplace.
point à la ligne. On le remplace tout de suite par de la production locale, et ça peut se faire tout de suite. Ensuite, le développement de mobilité propre, partagée, autonome, qui peut réduire très, très, très sensiblement les encombrements. C'est la patronne Marie Barra de General Motors qui, la semaine dernière, à une conférence à Los Angeles, disait les 3 zéros. Zéro congestion, zéro émission, zéro accident, accessoirement. Ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place par des territoires avec des entreprises, etc. etc. Donc les initiatives aujourd'hui, il faut que les territoires se disent « je peux le faire ». Monsieur Lamotte. Oui, juste pour dire, voilà, il y a des gens qui sont déjà à 100% énergie renouvelable. Par exemple, les grands groupes, les GAFA, ils sont passés, Google, Apple, etc., ils sont déjà à 100% énergie renouvelable sur des contrats de PPA. Donc ils sont très informés, ils ont des grosses consommations et ils ont déjà fait le chemin. Ensuite, les opposants effectivement aux énergies renouvelables disent oui, les énergies renouvelables vont mettre le bazar sur le réseau, ça va déstabiliser, on va avoir du blackout, et ils affichent un petit peu le drapeau rouge. Attention, la peur, attention, on va avoir des coupures. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est parce qu'ils disent qu'effectivement, on a besoin d'une production nucléaire qui va stabiliser et qu'on ne sait pas s'adapter à une variation de production. Aujourd'hui, le patron de RTE en Angleterre a dit mais je ne vois pas pourquoi la baseload serait plate. On peut faire une baseload liée sur les énergies. La baseload, c'est pas forcément plat, ça peut être fluctuant, parce qu'on peut la météo pour prévoir effectivement à l'avance la production solaire et la production éolienne. Donc on peut s'arranger pour effectivement compenser. Et donc d'un côté, on peut effectivement anticiper. De l'autre, les Allemands ont un problème parce qu'ils ont mis effectivement beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire. Ils ont mis 50 gigawatts de solaire, 50 gigawatts d'éolien. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé effectivement des pics de production d'énergie où parfois, sur les marchés européens, on arrive avec une énergie qui est à zéro, voire un prix négatif. Parce qu'en fait, ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs, ils ont mis les énergies renouvelables avant de mettre la maîtrise de la consommation. Alors que, effectivement, en France, avec le projet Linky et avec des développements du digital, on va pouvoir effectivement, notamment en France, on a une chance, on a quand même une chance incroyable, on a un réseau électrique qui est ultra résistant, qui est capable de pouvoir supporter beaucoup d'énergie renouvelable. Il est bien dimensionné parce que nous, on a travaillé en Italie. En Italie, les réseaux électriques sont vraiment de petite taille, c'est-à-dire qu'une maison, ils sont tout au gaz. Ils ont le gaz, le chauffage et la cuisine, c'est au gaz. Donc, ils ont des compteurs de 3 kg. Et quand il y a une voiture électrique pour se raccorder, ou quand ils ont mis des panneaux solaires pour injecter, ben, ils sont un peu embêtés parce que les tuyaux ne sont pas assez gros. En France, nous, on a pendant des années râlé après le tout électrique de EDF avec ses cumulus, ses chauffages électriques, etc. Mais maintenant, pour intégrer les énergies renouvelables, c'est une sacrée chance parce que c'est dimensionné pour. Donc, il suffit de dire, et une chance, le cumulus, on a 15 millions de cumulus. 15 millions de cumulus en France. C'est-à-dire, et chaque cumulus peut stocker 10 kWh. Parce que ce que veulent. Donc on peut, avec ce stockage qui est mobilisable, ça fait 150 gigawattheures, qui est mobilisable tous les jours. Et les Français, ce qu'ils veulent, c'est prendre une douche. Ils ont besoin d'eau chaude, mais savoir que leur cumulus tourne la nuit, le matin, l'après-midi, l'important c'est que le cumulus peut servir d'ajustement. Mais il n'y a pas que le cumulus, il y a aussi le chauffage, la clim sur les maisons isolées correctement. Il y a la partie la vaisselle, lave-linge, frigo, congélateur, qui sont facilement déplaçables parce qu'on a une bénédiction, on a une chance. C'est que ce que n'avait pas EDF il y a 40 ans ou 50 ans quand on a mis en place le plan nucléaire, c'est que maintenant on a le digital. Chaque maison est équipée d'une box Internet. Donc il est parfaitement possible de synchroniser cette consommation sans toucher le niveau de confort des Français, de manière à ce que cette énergie renouvelable qui va débouler, effectivement, et des jours on en produira plus que d'autres, mais effectivement, on a démontré, nous, concrètement avec 9000 Français, qu'on pouvait les accommoder d'une fluctuation de la production à condition de piloter avec les objets connectés les consommateurs, de manière à ce qu'effectivement on puisse suivre l'offre et la demande pour pouvoir baisser les frais de réseau, parce qu'effectivement, quand on est capable de piloter la charge des consommateurs, on est capable de réduire la pointe, et c'est ça qui coûte cher aux gens qui gèrent les réseaux, parce que comme le réseau a été dimensionné pour la période de pointe, et que la période de pointe, ça représente quelques heures par an, et ben, tout le reste de l'année, c'est un petit peu comme si on avait dimensionné des TGV pour qu'on parte tous en vacances dans le même TGV. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait étaler un peu le départ en vacances, eh ben, on a besoin de moins gros TGV, et donc on a des moins de frais pour tout le monde, pour la collectivité. Donc je pense qu'on a une vraie chance que les énergies renouvelables atteignent des prix qui sont très 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 bas, inimaginables. On a la chance que le digital soit mature et qu'on ait des systèmes qui soient capables de le piloter. Et on a aussi cette formidable envie qu'ont les Français de pouvoir
produire localement leur énergie et de travailler sur une notion qui est très importante, c'est la notion de résilience des territoires, parce qu'à partir du moment où on va commencer à produire de manière répartie sur chaque territoire, chaque région, chaque bâtiment, et ben demain, les attentats terroristes, les catastrophes naturelles pourront abattre des pylônes, pourront abattre des centrales nucléaires, et ben le territoire sera capable de faire tourner ses écoles, faire tourner ses entreprises, faire tourner ses hôpitaux, sans avoir besoin d'une production centralisée qui est fragile et qui est le tendon d'Achille de la France. Merci beaucoup. Parce que le sujet aujourd'hui, il est vraiment un sujet de nature continentale. Encore une fois, ce n'est pas un sujet de mon territoire fermé sur moi-même, c'est à minima un sujet européen. Tout à l'heure, à la précédente table ronde, on parlait d'une coordination des énergies renouvelables en Europe. La clé de cette souveraineté, c'est la souveraineté économique. Si on a un système qui a besoin de subventions, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, il est temps de réduire significativement les coûts du système énergétique français, qui a des surcoûts absolument partout. Il est temps de supprimer, je pèse mes mots, supprimer toutes les subventions, tout système aujourd'hui qui existe, qui crée des rentes de situation. Et lorsqu'on paye le solaire en France 55 € du mégawattheure, c'est-à-dire 4 fois, on va dire pudiquement 2 fois ce qui devrait coûter et 4 fois ce qui coûte au Mexique, on dépense inutilement des milliards. Lorsqu'on dépense 20 milliards dans l'éolien offshore, bon, ça vous ne m'avez pas écouté, mais bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Il est temps de supprimer toutes les subventions partout en Europe pour les nouvelles installations. Bon, les anciennes, elles ont été construites et il ne s'agit pas de faire défaut sur les obligations qui ont été signées. Par contre, pour toutes les nouvelles, il est temps de supprimer tout ça. Parce que si on ne le fait pas, on se condamne à ne rien faire, au bout du compte, parce que cette idée que l'économie française, on peut lui rajouter 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards de CSPE, et vas-y que je t'en rajoute 10, etc., dans une économie qui aujourd'hui est quand même, exsangue, en tout cas qui peine, chaque milliard de surcoût de l'énergie aujourd'hui est quelque chose qui pèse sur le dos de l'âne et qui va le faire casser la colonne vertébrale. Donc il est urgent de diminuer ses coûts. Donc ça, c'est la première chose sur le modèle économique. Et il faut trouver des modèles, alors j'ai utilisé un terme qui est peut-être bancable. Alors c'est quoi un modèle bancable ? C'est qu'il faut attirer, parce que l'argent, il y en a. Il y a des milliers de milliards dans les fonds de pension et autres. Et mon expérience chez Solaire Direct, avant de rejoindre Engie, j'avais donc créé Solaire Direct. Solaire Direct a utilisé d'abord la Caisse des dépôts et ensuite BlackRock. BlackRock, pour ceux qui ne savent pas, c'est 6 000 milliards sous gestion. Comment convaincre BlackRock d'investir dans des projets, en l'occurrence en France ou autre ? C'est de leur dire, écoutez, voilà, vous allez investir dans des projets. Et vous savez quoi ? Ils ont des exigences en termes de retour sur investissement qui sont très faibles. Donc c'est du capital non seulement très abondant, mais très bon marché, pour autant bien sûr qu'on le mette dans des choses peu risquées. Donc si on arrive à construire, et là encore c'est au niveau des territoires à construire tout ça, sous des modèles de type concessionnel. Pourquoi ? Si on a des concessions par exemple de réseaux de chaleur et d'électricité locale, un peu façon Stadtwerke, etc., qui donnent de la garantie de cash flow durable à des investisseurs, on a des modèles à trouver. Aujourd'hui ces modèles, ils existent partout, ils sont en train de se construire avec cette remunicipalisation et c'est aux collectivités, aux territoires, avec ces institutions financières, avec les opérateurs énergétiques, d'inventer ces modèles et d'attirer ces capitaux français ou internationaux qui demandent qu'à s'investir dans des infrastructures. Les infrastructures aujourd'hui, pour financer des infrastructures non économiques, de subventionner, il n'y a plus d'argent pour ça. À l'inverse, il y a un argent illimité pour s'investir dans des infrastructures économiques. Donc ayons un raisonnement qui construise d'abord l'autonomie économique de chacun de ces projets et à ce moment-là, l'argent suivra. Merci. Il reste à peu près 10 minutes, 2 minutes chacun pour votre conclusion. Juste chacun. Vous voulez rebondir sur... oui, juste ce que vient de dire Thierry, effectivement. Ok, effectivement, supprimer les subventions aux énergies renouvelables, maintenant qu'on a la bonne nouvelle d'apprendre que les énergies renouvelables sont compétitives, elles sont largement compétitives. Mais par contre, moi je mettrais un petit bémol quand même, il faudrait aussi qu'on travaille aussi sur la réglementation de l'énergie, parce qu'effectivement le prix de l'énergie n'est pas un prix économique, c'est un prix politique. Effectivement, il y a des grosses contraintes aujourd'hui, la production centralisée est subventionnée de manière abusive, et donc l'idée c'est de dire, parce qu'effectivement quand une centrale nucléaire produit à 300 km du point de consommation, eh ben on paye tous, nous, le transport, alors que quand il y a une centrale éolienne ou photovoltaïque dans un village qui va juste acheminer l'énergie à côté, eh ben elle va payer pour la centrale nucléaire qui va acheminer sur 300 km. Donc aujourd'hui, c'est le timbre-poste, le fameux sujet. Donc aujourd'hui, on en souffre de ça. Cher
M. Carinco. Exactement, ça a été conçu pour le nucléaire, mais OK pour enlever les subventions aux énergies renouvelables, à condition qu'on modifie en même temps la réglementation pour supprimer cette concurrence déloyale de la production centralisée. Et je résume aussi, c'est pas un table ronde sur le nucléaire, mais aujourd'hui, les centrales nucléaires ne sont pas assurées. Alors effectivement, OK, très bien, elles sont assurées à des montants ridicules. Elles sont assurées à des montants de 500 à 600 millions d'euros, alors qu'un préjudice comme Hinkley Point, enfin comme Fukushima, c'est 600 milliards, 1000 milliards. Donc, là, on peut dire que c'est nous, contribuables français, qui payons l'assurance du nucléaire. Et ben, pourquoi ce qui est donné au nucléaire n'est pas donné aux énergies renouvelables? Donc moi, ce que je voudrais, c'est OK, on supprime les subventions aux énergies renouvelables, mais je demande l'équité et l'arrêt de cette concurrence déloyale des énergies centralisées. Merci. Ah, moi, je voudrais justement terminer sur l'hydrogène. Parce que, en fait, on a besoin, non pas de stocker l'énergie, parce que si on demande à quelqu'un, un industriel, est-ce que c'est bien de stocker, il va vous dire, moi je préfère du juste à temps que, je sais pas moi, si je suis dans l'automobile, d'avoir les 6 mois de production de mon usine automobile garée sur un parking. Stocker jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Non, stocker, c'est ce que font les gens qui sont inefficaces. Je veux dire, non, le stockage, pour la sécurité, c'est indispensable. Donc on a du stockage gaz qui sert justement à permettre en France de stocker, d'assurer la livraison, notamment hivernale, d'électricité. Mais moins on stocke, mieux on se porte. Et donc il faut approvisionner. Et là, la question effectivement des 43 000 éoliennes, etc., se pose la question de savoir est-ce qu'on va faire. Et la réponse, c'est Torsten Nudan, le patron de l'énergie au ministère allemand de l'économie, qu'il disait il y a quelques mois dans l'Agence internationale de l'énergie. Il dit, écoutez, moi, je vais vous donner les chiffres. Voilà, l'Allemagne, c'est les chiffres qu'il a donnés. Il a dit, l'Allemagne, nous, on consomme au total en énergie 2400 TWh. Le solaire et l'éolien, au total, c'est 160. 160 TWh. 2400, c'est avec les transports et le pétrole, parce que c'est 640 au point de vue électricité. Voilà. Non, mais au total, c'est 2400. Et donc là, il a dit, moi, si je veux faire du solaire et de l'éolien majoritairement en Allemagne, je ne vais pas y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je vais devoir importer les 3/4 de mon énergie, aujourd'hui sous forme essentiellement de gaz naturel russe, et demain sous forme d'hydrogène. Voilà, punto. Voilà. Et ensuite, l'hydrogène, il vient d'où? Pour répondre à la question, on l'a modélisé, nous. Vous êtes sur 2% du territoire chilien, 18 000 km², vous faites l'équivalent de la production européenne d'énergie. Vous faites donc 3 000 TWh, pour être précis, qui sortent à $20 du mégawattheure hydrogène. Livré Chili, 35 $ du mégawattheure, livré au port de Marseille, c'est-à-dire grosso modo à peu près le prix du GNL. Ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre. Alors il y a des gens qui y ont pensé. C'est le Premier ministre d'Australie du Sud qui a fait, il a fait un document que je vous invite à aller regarder. Jay Weatherill a fait ce document, il a dit comment je vais transformer l'Australie du Sud en nouvelle Arabie Saoudite du solaire et de l'éolien, du solaire et de l'hydrogène. Il a fait cette stratégie et il a aujourd'hui attiré des gens qui viennent investir massivement chez lui. Le ministre des Finances chilien, avec lequel j'avais un dîner personnel il y a quelques mois, me disait « Nous, au Chili, je cite, nous avons eu le siècle du guano, on a eu le siècle du cuivre et on va avoir le siècle du solaire et de l'hydrogène. Vous avez aujourd'hui des pays entiers, allez voir le roi du Maroc, qui lui a aussi la même stratégie. Et quand on lui a dit qu'à Fos-Tonquin, un des terminaux qu'on a à Marseille, on pourrait accueillir du gaz naturel, en l'occurrence de l'hydrogène marocain à la place du gaz naturel algérien, ça lui fait très plaisir. Il y a aujourd'hui quelque chose qui se met en place à très très grande échelle. C'est une bataille où nous, en France, ne sommes pas les derniers. Nous avons au CEA une technologie, nous avons 100 personnes dans la recherche, etc. Je vais citer Florence Lambert, mon amie Florence Lambert, patronne du CEA Liten, qui disait « Nous avons de l'avance, simplement l'avance que nous avons a fondu sur la chinoise, elle a fondu de moitié en 12 mois. Nous avons aujourd'hui quelque chose à faire. Et s'il y a une mobilisation positive à faire plutôt que de faire, disons que la France, pourquoi pas, soit le pionnier qu'elle a été sur l'hydrogène, le pionnier qu'elle a été sur le gaz naturel liquéfié, et Gaz de France en a été un pionnier, le pionnier sur le nucléaire, et qu'elle doit être avec fierté. Pour ce qui me concerne, c'est mon grand-père qui a fait le rapport Cabanis-Horowitz, qui était à la base du programme nucléaire français en 67. Donc je pense qu'on a des bons gènes. Maintenant, il faut penser à l'échelle et surtout regarder devant. Et moi, si j'ai une recommandation à faire, pensons hydrogène, très très grande échelle, produit en France ou ailleurs, avec une chaîne industrielle qu'on peut développer, nous, en France, et pourquoi pas créer des emplois.
Et au-delà, on voit bien qu'il y a plein de sujets liés au sujet des ENR, des réseaux, des infrastructures qu'il faut embarquer au niveau communautaire. La recherche sur le stockage, c'est pas chaque pays européen, vu l'état de ses finances, c'est pas les opérateurs énergétiques qui sont parfois dans des situations de fragilité au niveau de leur bilan, qui peuvent se payer des programmes dédiés. Ça se fait à 27 ou ça se fait pas. Donc je veux dire stockage, mobilité, comptage intelligent. Il y a un certain nombre de grands projets qu'il faut mettre dans la balance des débats politiques à venir sur l'Europe. L'Europe de l'énergie, elle peut avancer, quel que soit, pour reprendre la formule de Freud, le narcissisme des petites différences des différents États. Bravo, belle conclusion. Pour cette table ronde, je crois qu'on peut les applaudir parce que le débat a été de bonne tenue et vous dire à très bientôt. On sait qu'on ne peut pas faire plus, hein. On a une limitation introduite par la loi sur notre capacité de production nucléaire, donc on ne fera pas plus. Dans les 10 ans qui viennent, on ne fera pas moins non plus, on va rester stable en production nucléaire. Parallèlement à ça, les énergies renouvelables vont continuer à se développer, vont continuer à effacer les énergies fossiles, et puis vont continuer à permettre à la France d'exporter une électricité bas carbone. Donc non seulement l'électricité française est décarbonée, mais on contribue quelque part aussi à une production, une consommation électrique dans les pays riverains qui est bas carbone. Donc ça nous mène à peu près à 2029, hein, l'année a déjà été citée. Au-delà de 2029, on va avoir un anniversaire en quelque sorte, on va avoir le 50e anniversaire d'un ensemble de réacteurs du palier 900 MW, hein, parmi les premiers qui ont été construits. La question se posera, faut-il les amener tous à 60 ans? Il est probable qu'on décidera d'en arrêter un certain nombre à l'horizon 2029, début des années 2030. Ce qui nous permettra de respecter le cadrage qui est législatif, de 50% à un horizon qui maintenant est plutôt dans les années 2030. Pourquoi pas le faire avant, on pourrait dire. Avant 2030, si on veut faire moins de nucléaire, ça ne fera pas plus de NR. En compensation, il faudrait plus d'énergie fossile. Et donc plus de rejet de CO2, et donc plus de réchauffement de la planète. Je pense que ce n'est certainement pas un objectif à retenir. Au-delà de 2030, beaucoup de choses vont évoluer, les modes de consommation, les rythmes de consommation, smart grid, etc. Et là, on peut envisager des choses. Côté EDF, on va continuer, et d'autres acteurs vont le faire aussi, hein, mais les chiffres annoncés par l'entreprise depuis 1 an dans notre plan solaire, 30 gigawatts de capacité solaire d'ici 2035, 10 gigawatts de capacité de stockage. Ça, c'est très nouveau. Le stockage, jusqu'à présent, il n'y en a quasiment pas. Ça reste encore développé, c'est encore un objet de recherche, mais on va massivement investir dans cette solution. Et voilà ce qui va permettre à un horizon de temps au-delà de 2030 de baisser la part du nucléaire, de respecter donc l'engagement et le cadrage de 50% dans cet horizon de temps-là. Il y a une deuxième raison, hein, c'est que quoi qu'on fasse, il va falloir remplacer les centrales nucléaires qu'on arrêtera tôt ou tard. Si on les arrête toutes à 60 ans, comme on les a toutes construites à peu près dans la même décennie, on va avoir un flux de renouvellement qui n'est pas soutenable. Économiquement, ce sera très compliqué. Donc on a intérêt à lisser ce flux-là, d'où l'arrêt de certains réacteurs à partir de 50 ans et le maintien de certains autres jusqu'à 60. Merci beaucoup. J'avais juste un slide qui était là, mais ce n'est pas très important. C'est que ça montrait l'évolution quand même de la croissance globale un petit peu du nucléaire, mais qui est toujours très petite. Moi, j'ai une autre réaction. C'est que vous dites, oui, ça prend du temps, il faut bien anticiper. Je suis complètement d'accord. J'étais au Japon le 9 mars 2011. C'est-à-dire, je rentrais du Japon le 9 mars 2011. Et quand je suis rentré, je dis, purée, enfin, je veux dire, ça m'a fait un petit peu, j'ai toujours encore la chair de poule parce que j'allais souvent au Japon. Je me dis, ils ont quand même réussi à faire une transition énergétique, enfin une transition forcée énergétique assez rapidement. Et donc, au-delà du fait que, bah oui, il n'y a pas de CO2, etc., est-ce que, Corinne Lepage, une question, quel est notre impact? Je comprends bien l'impact sur nos emplois, nos technologies et notre industrie. C'est important, il faut le prendre en compte. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas un impact plus important sur notre population et notre civilisation? Alors, je suis en tout point en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je pourrais le reprendre point par point. Bon, on est là pour ça. Tout simplement, ce n'est pas vrai.
Dans le monde, le nucléaire diminue de manière drastique. Nous sommes aujourd'hui à 10,5%, on était à 17% en 2003 ou quelque chose comme ça. Certains de nouveaux pays arrêtent le nucléaire, le Vietnam le mois dernier. En 10 ans, il y a 70 réacteurs qui étaient en cours de construction qui ont été arrêtés. En France, on n'est pas à 75%, on est à 68-70% parce que beaucoup de nos réacteurs sont à l'arrêt. Tout ce qui vient d'être dit repose sur la fiction que tous les réacteurs iront à 50 ans comme si c'était déjà acté, alors que ça dépend de l'autorité de sûreté nucléaire et donc de la sécurité de nos centrales, même si EDF a passé dans sa comptabilité par avance le fait que les réacteurs allaient jusqu'à 50 ans, pour l'instant, non. Et quant à la nécessité de refaire des EPR, dont je rappelle que le seul qui est en construction nous coûte déjà près de 11 milliards d'euros et ne marche toujours pas, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Donc voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ai essayé de le dire rapidement, mais voilà ce qu'il en est. Alors maintenant, vous dites, bien sûr, il faut tenir compte des emplois, de l'économie, etc. Ben, je vous répondrai, bien sûr, et c'est parce qu'il faut en tenir compte qu'il faut sortir du nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, la création d'emplois, elle est où ? La création d'emplois, elle est dans le renouvelable, elle est dans l'efficacité énergétique, elle est dans le stockage de l'énergie, effectivement. Tout cela est nouveau et c'est là que se crée l'activité économique et les emplois. J'ajouterais que nous devons d'autant plus en sortir que c'est l'énergie la plus chère du monde, en passe de devenir la plus chère du monde. Alors certes, la France ne paye pas, le français ne paye pas l'énergie la plus chère du monde, mais pas non plus la meilleure marché. Les chiffres sont sortis assez récemment. Mais le nucléaire lui-même devient l'énergie la plus chère du monde, ce qui veut dire que si on repart dans le rêve d'EDF de réaliser tous les 5 ans 2 EPR, puisque c'est ce qui est sous-jacent et probablement une des causes du départ de Nicolas Hulot, cela veut dire que ça va nous coûter 60 milliards pour des installations qui vont durer 60 ans, parce que c'est à peu près la durée de vie, et que pendant ce temps-là, on continuera à ne pas développer les énergies renouvelables. Je terminerai là-dessus. Si on a un retard abyssal, parce que nous avons un retard abyssal, et que nous sommes aujourd'hui infichus de répondre aux objectifs communautaires, c'est-à-dire à nos obligations, 23% en 2020, tout le monde sait qu'on n'y sera pas. C'est parce que nous avons eu un blocage dans ce pays depuis 10 ans pour développer le renouvelable. Là, on ne va pas continuer. On ne va pas continuer à passer à côté du train dans lequel monte le monde entier. Il faut absolument sortir, alors pas en 24 heures, évidemment, mais sortir progressivement du nucléaire. Les scénarios de l'ADEME montrent que c'est tout à fait possible d'aller vers des scénarios 100% renouvelables, et par voie de conséquence, c'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Alors, donc, c'est vraiment en ça qu'on est complètement complémentaires dans un mix électrique qui doit rester bas carbone. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, quand vous dites vous opposez pas le nucléaire et les énergies renouvelables, vous vous doutez bien que tout investissement qui va vers une énergie manquera à celle d'une autre. Donc là, on a eu 13 ministres, je crois, en 20 ans de l'écologie qui ont parlé du nucléaire. Et en fait, je commence à comprendre bien tard, sûrement plus tard que vous tous, que la transition énergétique en France, ça veut dire parler du nucléaire, mais sans rien faire absolument. Puisque tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, finalement, il suffit de changer de ministre et il ne se passera rien. Et on ne peut pas, d'un côté, réduire la demande et améliorer l'efficacité énergétique, tout en gardant la même part de nucléaire et en développant les renouvelables. Mais le sujet, c'est le CO2. Le vrai sujet, c'est le CO2. Le CO2, c'est un sujet qui vous arrange bien. On en a beaucoup parlé depuis ce matin, je ne suis pas le seul. Non, mais vous avez raison. Mais effectivement, quand vous dites pour sauver le climat, il faut le nucléaire, vous nous mettez dans une situation un peu délicate puisque c'est difficile de vous apporter la contradiction là-dessus. Mais quand on parle de transition énergétique, il faut raisonner transition écologique au sens un peu plus large. Et quand on parle de transition environnementale ou écologique, vous ne pouvez pas me dire que les déchets radioactifs sont une hypothèse que vous admettez dans les prochaines années comme modèle écologique soutenable. Les déchets, on sait où ils sont, on a des filières de traitement. Oui. Bon, on ne va pas rentrer sur le sujet des déchets parce que, très franchement, ça prendrait toute l'après-midi. Non, moi, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est extrêmement important. En matière d'énergie ou d'électricité comme dans le reste, il y a de l'offre, il y a de la demande. L'efficacité énergétique, voire la sobriété, nous conduit à réduire notre demande. Et au niveau des engagements communautaires, nous devons accroître notre efficacité énergétique et donc réduire notre consommation énergétique.
D'accord, ça c'est un point. Deuxième point, nous avons, vous le dites monsieur, et vous avez malheureusement probablement raison, une stagnation, une stabilité, comme vous voudrez, de la production d'électricité nucléaire, avec une demande qui tend à baisser, à stagner ou à baisser. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place sur le marché pour le développement du renouvelable. Alors, dans les projets qui ont été présentés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a un scénario absolument génial dans lequel nous allons augmenter de 350% ou 250% nos exportations. Super, super, sauf que pour qu'il y ait des exportations, il faut qu'il y ait des importations. Et que donc les autres nous achètent notre électricité. C'est pas de bol, parce que les autres, ils visent précisément, à passer à de l'énergie verte, il y en a qui ne veulent pas de nucléaire, et deuxièmement, de toute façon, tout le monde est à la même règle, c'est-à-dire réduire sa consommation. C'est-à-dire que nous avons zéro espoir d'exporter massivement du nucléaire. Donc, dans le scénario qui nous est proposé, on nous propose de continuer à faire croître notre consommation intérieure, alors qu'il faut la réduire, et extérieure, en exportant. Et donc, on est sur un mythe, on va pouvoir en même temps faire progresser le nucléaire et le renouvelable. Mais ce n'est pas vrai, parce que cette offre-là, on ne l'aura jamais. Donc, on va rester avec notre plan, notre stabilité de nucléaire et notre stabilité de renouvelable, parce qu'il n'y aura pas plus d'offres. Ce qui me frappe, c'est que c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup de mal à mettre de la rationalité. On a vraiment le sentiment qu'en France, on est dans l'irrationalité sur ce sujet-là, absolu. Parce que, très franchement, si on était rationnel, on ne ferait pas ce qu'on fait. Si on était rationnel, on ne continuerait pas sur l'EPR à 11 milliards, qui n'a pas fini en disant qu'on va en mettre d'autres. Ce n'est pas rationnel. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a effectivement, à côté de la question du coût, la question du risque, qui est quand même pas totalement négligeable. Vous parliez du Japon, j'y suis allée aussi. Vous avez, chez nous, je pense que ce qui est le plus handicapant, c'est la question culturelle. C'est-à-dire que dans notre imaginaire, nous avons attaché une forme de fierté française à notre savoir-faire dans le domaine du nucléaire. Et nous y restons attachés, collectivement. Or, ça a été vrai, incontestablement. On a été des grands champions du nucléaire, on ne l'est plus. Je suis désolée de le dire comme ça, on ne l'est plus. On a perdu notre savoir-faire, sinon on n'aurait pas tous les enquiquinements qu'on a, et on reste complètement scotché à une vision qui est une vision des années 70-80, pas une vision des années 2020, alors qu'on a des ingénieurs formidables, qu'on a des boîtes qui ne demandent qu'à se développer, qu'on a des technologies, qu'on a tout ce qu'il faut pour faire le changement, pour le faire intelligemment, pour le faire rationnellement. Même EDF a une filiale qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle, qui fait des trucs formidables, mais pas en France. C'est pas de bol. Pas en France, ailleurs. Voilà. Mais oui, ailleurs, là où il faut décarboner l'électricité. Oui, d'accord. Voilà, donc notre problème, il est là, c'est un problème culturel. Tant qu'on ne sera pas arrivé à sortir de l'idée que le nucléaire, c'est la fierté française, et à mettre dans d'autres formes énergétiques notre fierté, que ce soit les champions du stockage, que ce soit les champions du solaire deuxième génération, troisième génération, ce qu'on voudra, on n'en sortira pas. Notre filiale Énergie Nouvelle, on rêverait de produire davantage de renouvelables en France. Si on ne fait pas encore de offshore, c'est qu'on est bloqué par d'autres. Ok. C'est un exemple. Il n'y a pas que l'offshore. Si vous acceptiez qu'on débloque les projets sur l'autoconsommation collective et individuelle, je vous assure qu'on augmenterait considérablement le parc solaire français et dans des délais extrêmement brefs. On est sur ces sujets, on a des offres auprès de nos clients. Il faut le dire à la Creux, parce que je pense qu'elle serait intéressée de répondre aux offres de la Creux. C'est une vraie table ronde dynamique, interactive. Donc maintenant, effectivement, on a vu tous ces sujets. Donc maintenant, on va voir un point important, c'est qu'on a commencé à aborder le sujet du coût. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on a vu que le coût des énergies renouvelables baissait. Mais le fait que c'est pas la révolution énergétique, c'est pas dû au fait qu'elles sont renouvelables, c'est du fait qu'elles sont décentralisées. Effectivement, on est dans un monde actuellement où quelques producteurs vendent ou envoie l'énergie à des millions de consommateurs. Demain, on aura des millions de producteurs qui vont vendre à des millions de consommateurs. Donc là, ça change tout. On était sur un modèle avant où on était très centralisé, avec des projets d'investissement de 10 milliards, comme on voit avec les EPR actuels. Et demain, on sera sur des petits projets répartis sur tout le territoire.
Donc ça change la gouvernance. On voit bien qu'effectivement l'émergence de la gouvernance au niveau des territoires. Les territoires vont commencer à pouvoir s'intéresser à l'énergie parce que bon, pour faire une centrale nucléaire, c'était que Paris qui pouvait gérer. Mais maintenant, pour gérer une centrale photovoltaïque ou des éoliennes, la gouvernance peut être locale et c'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus résilient. Ensuite, il y a un changement au niveau des acteurs parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes acteurs qui construisent des centrales nucléaires que des artisans qui vont mettre des panneaux photovoltaïques chez un particulier. Donc on change complètement la chaîne d'acteurs et surtout, c'est le sujet de ce que je vous propose de traiter maintenant, c'est le financement. Comment on passe de financement de gros projets de dizaines de milliards à de petits projets répartis sur le territoire avec des entreprises et des financements différents. Donc je vous propose d'accueillir dans un premier temps Géraud Guibert, qui est le président de la Fabrique écologique, qui est conseiller maître à la Cour des comptes et qui est aussi a participé à plusieurs cabinets ministériels et qui a été même directeur de cabinet d'une ancienne ministre de l'écologie, donc qui connaît bien les rouages de l'énergie, du financement et des complexités politiques et des leviers et des freins qu'on a besoin de connaître, d'identifier pour pouvoir identifier les meilleurs plans d'action. Donc je vous laisse la parole. Alors je suis désolé, au-delà de cet aparté, quelques mots sur le sujet qui est absolument passionnant, sur lequel la Fabrique écologique a beaucoup travaillé. C'est vrai que, et la démission de Nicolas Hulot nous le montre, il y a un décalage tout à fait considérable. Et ce n'est pas le seul sujet sur lequel il y a ce décalage, entre d'un côté les annonces faites en matière de financement, qui recouvrent des réalités ou moins, mais parfois, heureusement, elles recouvrent des réalités, les initiatives prises qui se démultiplient sur les financements, l'évolution de la finance vers la finance verte, qui est une évolution tout à fait incontestable, et la réalité derrière, qui est le fait que dans toute une série de domaines, on n'arrive pas à déclencher les investissements qu'il faut, en tout cas à un rythme et à une hauteur suffisante pour développer la transition énergétique. Et donc quand on réfléchit à ça, on se dit il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Il y a évidemment le facteur et je pense qu'il devrait y avoir de vrais débats là-dessus. Évidemment le facteur macroéconomique. Bon, j'y reviens pas, ça pourrait faire l'objet de tout un débat sur la logique macroéconomique que représente la transition écologique. Il y a évidemment le facteur de la rentabilité qui n'est jamais cité dans le problème des financements, mais qui est évident. Je suis un modeste élu local. Nous avons rénové, nous avons décidé il y a 18 mois de rénover notre salle des fêtes, mais après quand même de nombreuses hésitations, parce que le temps de retour de la rénovation thermique énergétique de notre salle des fêtes, c'est un retour sur 15 ans. Bon. Et ça, c'est un problème de rentabilité. Les crédits sont là, la Caisse des dépôts donne des crédits, beaucoup de banques donnent des crédits. Les crédits sont là, n'empêche qu'il y a quand même un problème de rentabilité et que poser la question de la rentabilité, en particulier quand le prix des hydrocarbures et des énergies fossiles est bas, est un problème évident quand on pose le problème de financement. Et puis, il y a, ce qui est le sujet d'aujourd'hui, comment tous ces financements qui sont annoncés ou qui sont décidés se traduisent et est-ce qu'ils sont accessibles finalement à l'ensemble des gens qui en ont besoin. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire deux remarques de gouvernance sur lesquelles on a beaucoup travaillé, mais qui, je pense, doivent rester dans la tête et qui méritent des approfondissements, y compris auprès de nos décideurs. La première remarque, c'est que vous avez, que ce soit sur la rénovation des logements ou que ce soit sur la mobilité dans le domaine des transports, vous avez à l'évidence des personnes qui sont prisonnières énergétiques et qui n'ont pas le moyen d'accéder au financement. C'est évident dans la rénovation des logements, puisqu'on le sait bien, il y a toute une série de logements sur lesquels vous avez en particulier des propriétaires impécunieux et des locataires en précarité énergétique, et sur lesquels il y a une incapacité évidente à trouver des solutions de financement. Le tiers-financement, qui était un espoir il y a quelques années, entre nous, on en fera le bilan un jour, il n'a pas beaucoup rencontré de points d'application aujourd'hui, c'est tout à fait regrettable. Quant au problème de mobilité, on sait très bien qu'il y a des tas de solutions innovantes en matière de mobilité durable, en particulier dans les territoires peu denses. On a fait toute une note sur ce sujet, je crois assez passionnante, mais on sait bien en même temps que à partir du moment où il n'y a pas d'appui des collectivités locales pour développer ces formules, au même titre d'ailleurs que les collectivités locales mettent de l'argent dans les bus ou dans les tramways, il faudrait qu'elles mettent de l'argent dans les solutions de développement durable. Sauf que dans beaucoup d'endroits, en milieu rural, les collectivités locales n'ont pas les moyens financiers
d'accompagner ces projets, et donc ça pose un problème évident. Donc il y a un problème déjà on voit bien pour toute une série de catégories de gens qui sont en situation de difficulté financière ou d'institutions, que les financements n'arrivent pas car ils ne sont pas probablement adaptés à ces contraintes. Et nous, on a fait par exemple sur la précarité énergétique des propositions pour qu'enfin on arrive à ce que des travaux soient faits massivement chez les plus précaires plutôt que de leur donner un chèque énergie qui leur permet simplement d'atténuer légèrement le coût de leur facture. Et puis, il y a un deuxième sujet sur lequel on a aussi beaucoup travaillé, qui est le sujet de la centralisation des flux financiers en matière énergie, qui a été très bien posé par notre animateur, alors qu'aujourd'hui, la solution, on le sait bien, ce sont des énergies décentralisées, ce sont des initiatives locales, ce sont des initiatives citoyennes. Et quand on compare la situation française à la situation allemande, quelle est la très très grande différence? Pour ça, on parlait de l'acceptabilité des énergies renouvelables. Mais quelle est la très très grande différence entre les deux pays? C'est que à peu près 50% des projets d'énergie renouvelables en Allemagne sont portés par les citoyens, sont portés par les collectivités locales qui ont, y compris, un intérêt financier d'ailleurs, à ce que ça se passe bien. Et donc évidemment, ça change totalement la perspective de se dire c'est moi-même qui entreprend ce projet, avec un vrai projet citoyen tout à fait passionnant et tout à fait intéressant. Alors ça commence à exister en France, mais qu'est-ce qui bloque finalement dans notre pays pour que se développe ce type de projet? Eh bien, il bloque tout simplement le fait que vous avez un système français où la quasi-totalité des recettes en matière de flux d'énergie sont concentrées dans un certain nombre de grandes entreprises ou vis-à-vis de l'État, et où finalement les collectivités locales, en tout cas bon nombre d'entre elles, n'ont ni les moyens financiers ni les moyens humains de développer massivement des processus de production d'énergie ou d'accompagner les citoyens dans le domaine de la production d'énergie. Ce qui est le plus symbolique, je dirais, de cette gouvernance totalement insuffisante, c'est, vous le savez bien, ce paradoxe absolument insoutenable que vous avez une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est prévue, programmation pluriannuelle qui ne prend pas en compte et dans laquelle il n'y a aucun lien avec les schémas régionaux prévus par les différentes régions en matière d'énergie et de climat. Il n'y a aucun lien entre les deux, et donc si une région décide de faire davantage, eh bien, ça ne changera rien en termes de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il n'y a en tout cas aucun lien institutionnel entre les deux. Et donc il faut arriver à avoir une décentralisation énergétique beaucoup plus forte. Il y a un certain nombre de propositions que nous avons faites, en particulier, par exemple, l'idée d'une décentralisation de la distribution d'énergie en termes de compétences, quitte à ce que cette distribution d'énergie fasse l'objet ensuite d'un contrat avec l'opérateur national. Nous avons développé l'idée, par exemple, qu'il y ait un surplus régional du tarif d'achat de l'électricité qui puisse être décidé par les régions avec, en contrepartie, évidemment, un financement régional par la possibilité d'augmenter légèrement les tarifs de l'électricité dans la région. Il y a toute une série de dispositions qui pourraient être prises pour enfin décloisonner, permettre aux collectivités locales, aux régions, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux communes, de développer leurs compétences dans le domaine de la production d'énergie en général et d'électricité en particulier. Et donc, ce problème de gouvernance, malheureusement, n'est pas ou très très peu abordé dans le débat public. Nous avons, je pense, tous intérêt à le faire émerger, car c'est une des clés, me semble-t-il, au-delà des problèmes généraux et au-delà des slogans qui parfois l'emportent un peu trop sur les réalités de fond, permettra d'avancer beaucoup plus rapidement sur ces sujets. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Guibert, pour ces explications. C'est vrai que les réseaux basse et moyenne tension appartiennent aux collectivités. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement piloter ça au niveau local. Effectivement, pendant longtemps, la compétence n'était pas entre leurs mains, donc ils ont développé tout un tas de compétences sur tout un tas de choses, mais l'énergie, c'était quelque chose sur lequel ils n'ont pas beaucoup travaillé. Et là, il faut leur donner des cours accélérés, comme vous êtes professeur d'économie, vous pouvez aussi leur donner des cours en accéléré pour qu'ils s'approprient rapidement ce nouveau métier. Alors maintenant, je vais appeler
avez donc la société Déméter. Donc j'appelle Sophie Paturle et Éric Vincent. Donc Déméter, c'est un pilotage de fonds. Donc je crois que c'est la première fois, Myriam, je ne sais pas si ça peut être la première fois, qu'intervient une entreprise qui pilote des fonds d'investissement. Effectivement, pour cette transition énergétique a besoin de carburant. On a vu qu'effectivement il y avait de changement d'acteurs. Qui dit changement d'acteurs dit émergence d'entreprises innovantes et qui ont besoin de fonds pour pouvoir se lancer et de manière à pouvoir effectivement prendre ces opportunités, parce qu'effectivement on parle souvent que la transition énergétique ça va détruire des emplois dans le nucléaire, mais on peut aussi beaucoup créer d'emplois en France sur le digital ou tout un tas d'entreprises innovantes que Déméter va vous présenter rapidement et qui effectivement nous permettent effectivement de boucler la boucle du financement. Merci. C'est bon, je pense que ça marche, on nous a équipés. Bonjour à tous, merci encore à Myriam de nous avoir invités. Nous sommes venus nombreux, donc à deux, pour parler du capital investissement, parce que je crois que c'est la première fois que le sujet est abordé ici, et du capital investissement et d'un exemple d'acteur de capital investissement, à savoir Déméter, pour lequel nous travaillons l'un et l'autre. Alors, je crois qu'on voulait présenter une petite slide, la slide d'introduction. Qui était un petit clin d'œil au capital investissement. Non, avec. C'est pas celle-là. Bon, le petit clin d'œil, c'est que la finance, c'est quelque chose de très abstrait. Hein. Certains ont même beaucoup qualifié la finance de sans visage. Le capital investisseur, lui, c'est vraiment des visages, des hommes et des femmes. Et quand vous avez un capital investisseur qui vous accompagne en tant que dirigeant de société, vous l'avez très souvent au téléphone. Il est en règle générale à votre conseil d'administration ou à votre conseil de surveillance. Je n'ai pas envie de dire que vous le voyez trop, mais vous ne vous plaignez pas de ne pas le voir suffisamment s'il fait correctement son travail. Et c'est quand même des professionnels qui le font dans l'ensemble plutôt très bien. Alors, juste un poids économique pour ceux qui ne sont pas spécialistes du sujet. Le capital investissement, c'est à peu près 8% du PIB en France. Ça accompagne globalement, tout secteur d'activité confondu, environ 7000 entreprises en France. Et le poids du capital investissement dédié à ce qu'on appelle la transition écologique, c'est de l'ordre de 5%. Voilà, quelques grands chiffres pour vous situer le capital investissement. Alors, Éric, vous le connaissiez bien parce qu'il avait l'habitude d'intervenir ici. Il avait l'habitude d'intervenir pour une autre maison que Déméter, qui est un industriel, je laisserai en parler. Je pense que c'est important aussi de savoir qu'un investisseur financier, c'est un investisseur qui a une approche à la fois industrielle et financière. Donc c'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui. Éric nous a rejoint Déméter il y a maintenant un petit peu plus de 6 mois. Il a une grande expérience d'industriel. L'équipe Déméter, c'est à la fois des industriels et des financiers. Et dans le capital investissement, vous avez autant à peu près d'ingénieurs que de financiers. Donc c'est vraiment une approche industrielle et financière. Voilà, je voulais dire là-dessus. Je vais laisser la parole à Éric. Ok. Donc je ne vais pas vous faire languir plus. Effectivement, j'étais intervenu l'année dernière pour le compte du groupe Engie, que j'ai eu l'honneur de servir pendant de nombreuses années. Et donc, sans plus attendre, donc je voulais vous donner quelques informations sur le métier que nous faisons et le métier de l'investissement. Appliqué à la transition énergétique, donc pour entrer directement dans le vif du sujet, nous sommes très intéressés par les débats, je dirais, académiques, par les débats théoriques. Nous sommes avant tout dans le concret. Nous devons financer, choisir des entreprises, et donc ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les réalités. Et en ce qui concerne le débat sur la transition énergétique, il y a deux choses qui nous apparaissent tout à fait importantes. La première, c'est qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, une prise de conscience chez des grands acteurs de l'économie et de l'investissement. Alors là, je vous ai préparé deux citations qui proviennent de personnages tout à fait éminents de la sphère financière. Donc Larry Flint, qui est le patron de BlackRock. BlackRock, c'est le premier fonds d'investissement mondial qui gère le volume d'actifs le plus important dans le monde. Il y a quelques mois, il a émis une lettre aux actionnaires, une lettre aux managers des entreprises qu'il gère, donc
ça représente des dizaines de chefs d'entreprise, des centaines de chefs d'entreprise, et il a indiqué qu'aujourd'hui, la préoccupation n'est plus seulement de BlackRock, n'est plus seulement une préoccupation financière de rendement financier, mais qu'il faut prendre en compte tout l'impact sur l'écosystème, car cela assure véritablement la pérennité des investissements, et c'est quelque chose qui est une approche qui est nouvelle. Le deuxième élément, c'est l'intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui en avril dernier, à une conférence de banquiers centraux, a expliqué que la transition écologique, ce n'était plus aujourd'hui une idée en l'air, mais que c'était véritablement devenu une opportunité pour les investisseurs, une opportunité majeure. Alors, si l'on prend, alors ce sont quelques signaux, mais il y en a bien d'autres. Et si on prend en compte également la question les évolutions technologiques, et notamment ce qui a été déjà mentionné, c'est-à-dire la baisse extrêmement rapide des coûts de production de l'énergie, notamment des énergies renouvelables d'une part, et l'entrée dans le monde digital, nous nous trouvons maintenant dans une situation qui est à la fois une déstabilisation assez profonde pour les acteurs. En fait, c'est un changement de modèle économique qui est en train d'arriver, avec une déstabilisation des grands acteurs de l'économie qui sont soumis, comme on l'a vu aujourd'hui, à des questions un peu existentielles sur leurs modèles économiques, et de notre côté, une émergence de petites et moyennes entreprises avec des idées et des concepts qui révolutionnent le marché. Et c'est là où notre rôle de capital investisseur intervient, car c'est effectivement, ce secteur est le maillon nécessaire pour financer donc, ces entreprises. Alors, comment fonctionne donc un fonds d'investissement? Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, notre mission, c'est de lever de l'épargne, de mobiliser de l'épargne pour la transition écologique et de sélectionner des entreprises dans lesquelles nous allons investir. Alors, c'est un schéma, donc, en fait, nous sommes au milieu de deux étages, l'étage de l'épargne et l'étage de l'économie, avec les entreprises donc, dans lesquelles nous investissons, qui sont soit des entreprises en création, en démarrage, soit des entreprises déjà matures, mais qui ont besoin d'un accompagnement financier et autres, et donc soit des infrastructures, notamment dans des secteurs un peu innovants pour lesquels il est difficile de trouver des gens qui prennent du risque en capital. Quelques exemples de fonds d'investissement. Pour les fonds, je dirais, classiques, ceux qui fonctionnent avec de l'épargne collectée auprès de différents investisseurs, ce sont les fonds comme Aster, comme notre fonds Demeter, Idinvest Partners. Dans les grands groupes ont également constitué des portefeuilles, et puis également donc, de plus en plus de family office, ainsi que le crowdfunding, qui joue un rôle important, et je crois que dans votre société... Grégory, et la BPI. Alors, je n'ai pas parlé de la BPI. Oui, la BPI, qui est en acteur public, est à la fois investisseur en direct, avec un fonds dédié aussi à la transition énergétique qui s'appelle Écotechnologie, et qui est souscripteur aussi d'un certain nombre de fonds. Voilà, de sociétés de gestion. Parce qu'il faut bien voir que nous sommes des sociétés de gestion, on va chercher de l'épargne auprès d'institutionnels ou de fonds de pension qui collectent l'épargne de tout un chacun, j'ai envie de dire, in fine. Nous, ensuite, notre rôle, cette épargne-là, c'est de l'apporter aux entrepreneurs qui ont de bonnes idées, qui ont du talent, pour transformer ces bonnes idées et ce talent en création de richesses et financières et environnementales. Voilà. Je crois que ça, c'est pour un petit peu résumer les choses. Et qu'est-ce que nous apportons Action. Nous apportons des actions, nous sommes des actionnaires ou des obligations convertibles. Nous investissons là uniquement, on ne parle pas des projets dans les entreprises, puisque le monde de l'infrastructure est un monde quand même très particulier. Et nous apportons aussi un effet de levier important, puisque lorsque vous avez plus de fonds propres, vous avez plus de crédibilité. Vous pouvez aller chercher à côté de ça des fonds publics. Vous pouvez aussi aller chercher de la dette bancaire. Vous serez plus convaincant auprès de votre banquier avec une structure financière saine. Et un investisseur, c'est son métier d'accompagner des chefs d'entreprise. Donc, a priori, un certain nombre de problèmes auxquels un chef d'entreprise est confronté
Lui, il a déjà partagé cette expérience avec d'autres chefs d'entreprise, qui étaient généralement aussi des gens avec du talent, donc on a apporté des solutions ensemble. À même problème, on peut remettre en place des solutions équivalentes. Et donc je pense que ça permet aux dirigeants d'entreprise d'aller plus vite, plus loin, et de transformer le talent de ces petites entreprises. Et comme on l'a vu, elles ont aujourd'hui une véritable carte à jouer, parce que les gros acteurs sont dans des situations qui ne sont pas très simples et que le monde est complètement disrupté. Donc c'est vraiment là que les petits acteurs agiles, mais aussi fragiles, et nous on est là pour les aider à l'être moins, ont véritablement une carte à jouer. Merci beaucoup Sophie, merci Eric. Je vous propose de rester là, de vous asseoir sur le canapé à côté de Guibert. Et j'invite le dernier invité pour ce passage-là, c'est donc Sébastien Florençon, qui est de la direction d'engagement d'entreprise à la BNP, parce qu'effectivement on a vu effectivement la partie investissement de l'innovation. Maintenant on va voir effectivement la place de la banque dans ce dispositif et comment la BNP a évolué dans ces métiers pour profiter effectivement, pour fournir des solutions à ceux effectivement qui feront la transition énergétique de demain. Merci Grégory. Bonsoir à tous. Oui, donc on va repartir sur des financements peut-être un peu plus classiques que ceux qu'on vient de voir avec Déméter. Le changement climatique, c'est quelque chose, et comment y échapper ? Comment échapper au réchauffement climatique? C'est quelque chose qui, depuis plusieurs années, est une priorité maintenant du groupe BNP Paribas. Et pour cela, le groupe s'est engagé à respecter la trajectoire 2 degrés dans le cadre de l'accord de Paris. Et je vais essayer de vous présenter les 5 engagements que nous avons pris. Il y en a 3 qui sont très chiffrés, on va voir tout de suite. Il y en a 2 qui sont moins chiffrés. Et ces engagements, ils couvrent un petit peu tout le spectre de ce qu'on peut faire en termes de financement. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire autrement. Désolé. Un premier chiffre important, même si je vous le donne, même s'il est déjà obsolète, c'est 15 milliards. En fait, c'est pas 15 milliards, c'est 20 milliards. 20 milliards d'euros, c'est le montant, l'objectif en fait, que le groupe s'est fixé pour 2020 en termes de financement des énergies renouvelables dans le monde. On est parti d'une situation de 7 milliards en 2014 et donc on voulait la doubler en 2020 et puis comme on est bien dans le rythme, on s'est engagé là il y a quelques semaines finalement la tripler. Donc en 2020 on a un objectif de 20 milliards d'euros de financement des énergies renouvelables. On est déjà à 13 milliards à fin 2017. Dans ces 20 milliards d'euros, dans ces 13 milliards d'euros réalisés en 2017, c'est aussi bien des grands projets avec des grands faiseurs de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Total, Engie, etc. Mais c'est aussi des projets plus petits que nous faisons dans nos centres d'affaires entreprises sur des projets éoliens, photovoltaïques dans les régions. Ce n'est pas seulement que des grands projets, Total, Engie, c'est aussi des projets plus petits. Ça, c'est du financement, je vais dire, classique. Deuxième chiffre que j'aimerais que vous reteniez, c'est 100 millions. 100 millions d'euros. C'est l'engagement qu'on a pris pour 2020 en termes d'investissement là c'est plus du financement, c'est de l'investissement direct, dans des startups qui innovent, qui ont plein d'idées, qui les mettent en branle véritablement, qui innovent pour la transition écologique. La société de Grégory, par exemple, on pourrait en être un exemple. Un exemple, on ne l'a pas financé, mais on pourrait en être un exemple. Donc ces 100 millions d'euros, ça nous permet de couvrir un spectre qu'on n'avait pas forcément avant. C'est des petites sociétés, des jeunes dirigeants, des ingénieurs qui ont une idée, qui veulent la mener jusqu'au bout. Eh bien nous, on est prêts à les aider. Voilà. Donc on a cet objectif de 100 millions d'euros en France, d'ici 2020, à mettre en investissement direct, en equity comme on dit, dans ces startups. Troisième chiffre, encore un autre moyen de financer, c'est ce que nous faisons dans le financement de la recherche climatique, notamment en Afrique. On a un programme qui s'appelle Climate Initiative, qui aide à comprendre les causes et les conséquences des dérèglements climatiques. Et nous investissons dans ces programmes, il y a une dizaine d'équipes internationales qui travaillent dessus, nous investissons dans ce programme 2 millions d'euros par an depuis plusieurs années. Donc c'est une troisième façon de faire la chose.
Quatrième engagement qu'on a pris, celui-ci, il n'est pas vraiment chiffré, mais il est quand même très important, et je pense que c'est un de nos engagements marquants, c'est de réduire fortement notre exposition au charbon. On a parlé. Réduire fortement notre exposition au charbon, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus financer les mines de charbon, ne plus financer les entreprises qui exploitent des centrales de charbon, faire très attention quand on octroie un financement, et surtout un financement à une grosse entreprise, comment est-ce qu'elle se chauffe, quelle énergie elle utilise. S'il y a trop de charbon, on va être un peu plus regardant, on va dire. Ça, c'est un engagement qu'on a pris en 2015, et on ne s'est pas arrêté là, puisque l'année dernière, on a pris un engagement similaire sur tous les gaz et les pétroles non conventionnels, gaz et pétrole de schiste, ce qui, en Europe, n'est pas forcément très développé, mais on a aussi, évidemment, pris cet engagement aux États-Unis, ce qui est pour nous un choix relativement fort. Donc ça, c'est le quatrième engagement. Il y a trois engagements chiffrés, hein, les énergies renouvelables, l'investissement en equity dans les startups, le financement de la recherche climatique, on va dire. Le quatrième, c'est ce qu'on ne finance pas ou ce qu'on ne finance plus, le charbon, le gaz et le pétrole de schiste. Et le cinquième engagement, eh bien, là, on a fait des choses, là je vais vous parler de choses assez globales, même si sur les startups c'est très local, même si sur les petits projets d'éolien, de photovoltaïque, ça peut être local. Mais je ne vous ai pas parlé finalement du cœur de la finance au quotidien, du cœur de la banque au quotidien. C'est comment je finance mes clients, entreprises et particuliers, pour les aider dans leur rénovation énergétique, dans leur efficacité énergétique. Comment je fais en sorte qu'ils fassent les travaux qu'il faut faire pour avoir une consommation d'énergie moindre. Donc là, on a utilisé les services de notre partenaire à l'économie d'énergie. On a construit avec eux 2 sites, un pour les entreprises qui s'appelle Change to Green et un pour les particuliers qui s'appelle monprojetrénovation.com. Et sur ces sites, nos clients peuvent avoir toutes les informations qui sont nécessaires à leur décision de travaux. Ils peuvent avoir les aides, ils peuvent avoir un simulateur qui prend en compte évidemment toutes les aides, les certificats d'économie d'énergie, etc. Et ils peuvent avoir à la fin une proposition de financement de BNP Paribas avec des financements qui sont attractifs par rapport à un financement classique. Voilà. Il y a évidemment également sur ces sites des diagnostics. Quand je dis aide à la décision de travaux, il y a au départ, au préalable, un diagnostic énergétique sur ce site qui est mené avec le client par EDF. Voilà, donc c'est quelques bribes de ce qu'on peut faire. Ce ne sont pas que des bribes en fait, parce que c'est vraiment les 5 engagements sur lesquels on s'appuie et qu'on met fortement en avant et sur lesquels on travaille au quotidien. Hein. Moi, je suis à la direction de l'engagement, donc on a créé même une direction de l'engagement dans le groupe il y a 1 an et demi et en France il y a 6 mois. Cette direction de l'engagement, je crois qu'on est la deuxième groupe du CAC 40 après Danone à l'avoir créée. Elle est en charge du suivi, la coordination de tout ce qu'on fait, par exemple, sur la transition énergétique, pas seulement, mais on pourrait aussi citer l'entrepreneuriat social, etc., mais en particulier sur la transition énergétique. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que ce dont j'ai parlé, il y a évidemment le réchauffement climatique et comment y échapper, c'est un enjeu planétaire. On a des réponses planétaires. Les 20 milliards d'énergie renouvelable, ils ne sont évidemment pas faits qu'en France. En France, c'est à peu près 700 millions. Ils sont faits, et l'objectif, il est évidemment mondial. Mais ce n'est pas qu'un enjeu planétaire, c'est aussi un enjeu local. Je l'ai montré par exemple avec le financement des particuliers dans la rénovation énergétique. L'enjeu planétaire et l'enjeu local, c'est tout à fait l'ADN du groupe BNP Paribas. Merci. Je suis très heureuse de conclure avec l'aspect du financement, puisqu'en principe, c'est la pierre angulaire qui explique qu'on n'arrive pas à faire la transition énergétique. Vous êtes des témoignages vivants, si je peux dire, et des bons exemples que, voilà, on ne peut plus entendre ça. Et j'ai commencé ce matin en disant que ça coûtait au moins aussi cher de financer les dégâts liés au changement climatique. Donc je trouve qu'il y a quand même des progrès importants qui sont faits. On s'aperçoit qu'il y a bien d'autres difficultés à lever au-delà du financement. Donc merci pour cette contribution.